Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce 6 septembre. D'importants moyens de recherche ont été déployés ce matin dans la vallée de la Choisille, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire. Une fille de 13 ans avait disparu sur le chemin du collège. Plusieurs équipes de police et de pompiers plongeurs ont été mobilisées. Et cette fille d'une conseillère municipale de Saint-Cyr avait simplement décidé de ne pas se rendre au collège. La contestation des enseignants et des parents d'élèves contre les suppressions de classes s'étend. Au moins 6 établissements ont été concernés par des mouvements aujourd'hui en Indre-et-Loire. Au moins une école dans le Loir-et-Cher, celle de Bracieux. Nous ferons point dans ce journal. Et puis ce soir, un focus sur les concerts à venir cette saison dans la région, à Tours et à Blois. Il y en aura pour tous les goûts. L'aperçu des concerts, c'est à la fin de ce journal. Ce sont donc des moyens importants qui ont été déployés ce matin dans la vallée de la Choisille, à Saint-Cyr-sur-Loire. Une jeune fille de 13 ans avait disparu. Heureusement, elle a été retrouvée. Elle avait tout simplement décidé de sécher les cours. Anaïs Michaud. Un hélico, une équipe de 10 plongeurs, un maître chien venu de Vendôme, pompiers, gendarmes et agents de la police technique et scientifique. Le dispositif mis en place pour retrouver Adèle Carr, 13 ans, était plus que conséquent. Ce matin, l'adolescente scolarisée au collège Béchellerie part de chez elle comme d'habitude à 7h50 pour aller en cours. Mais peu de temps après, on retrouve son vélo et son sac au bord d'une route longeant la Choisille, un endroit qui ne fait pas partie de son chemin habituel. Une fois la disparition signalée, la police et les pompiers se rendent sur place pour rechercher Adèle, fille de la conseillère municipale à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, Fabricia Carr. Mais jusqu'en fin de matinée, malgré l'importance du dispositif, les quelques 60 personnes mobilisées cherchent en vain. Ce dispositif, si vous voulez, il est pas particulièrement exceptionnel dès lors qu'effectivement on a des circonstances rapides d'inquiétude sur une disparition. Quand vous trouvez, comme ce fut le cas ce matin, le vélo de l'enfant abandonné par terre, son sac d'école, son sac de sport, et donc sans qu'on ait au moindre autre trace et autre explication logique auprès des familles rapidement, à qui on est prêt à tâche, manifestement, bon, l'objectif pour nous, c'est d'avoir le maximum de gens à concentrer ce secteur dans les environs immédiats et à développer ensuite des recherches pour donner les meilleures chances d'avoir une explication, je dirais, la plus logique possible et rapidement avoir des circonstances qui permettent de faire évoluer l'enquête. Finalement, la jeune fille est repérée à 11h30 dans un champ par l'hélicoptère. Les pompiers la retrouvent fatiguée et au bord de l'hypothermie puisqu'elle a traversé la rivière à la nage. Elle a déclaré ne pas avoir été agressée et il semblerait qu'elle ait plutôt tenté de fuguer. Elle va être entendue pour expliquer les raisons de cette disparition, mais ses parents disent ne pas comprendre son geste. La rentrée est son lot de contestations dans les écoles issues de la carte scolaire. Plusieurs établissements sont concernés. Parmi eux, le collège Albert Camus à Montbazon. Les professeurs se sont mis en grève. Sur place, Julien Gauthier. Journée morte au collège Albert Camus de Montbazon. L'ensemble des enseignants titulaires est en grève pour réclamer la réouverture des 2 classes supprimées pour cette rentrée 2011, malgré l'accueil de 25 élèves supplémentaires. Le double discours est révoltant. D'un côté, on nous parle de pédagogie différenciée, de personnaliser l'éducation. Et nous, sur le terrain, eh bien, on doit faire face à des classes surchargées, ce qui est en totale contradiction avec la pédagogie qu'on est censé pratiquer. Donc ce double langage qui veut faire croire aux parents que tout se passe bien, alors qu'on a supprimé 66 000 postes d'enseignants, c'est une hypocrisie totale. On est là aussi pour dénoncer cette hypocrisie. Les enseignants grévistes ont rencontré l'inspecteur d'académie lundi, réunion durant laquelle la seule solution proposée a été le déblocage de 10 heures hebdomadaires supplémentaires pour des cours de soutien des niveaux 5e et surtout de ne plus enregistrer de nouvelles inscriptions dans le collège. Et dans le sud de l'Indre-et-Loire, ce sont les parents d'élèves du groupement pédagogique intercommunal de Brie-Dorée qui se sont mobilisés ce matin. Ils ont empêché la bonne tenue des cours. Le regroupement accueille des élèves de plusieurs communes et il vient d'intégrer les enfants de Sannevière. Résultat, 10 élèves en plus cette année, mais une classe en moins. On écoute la mère d'un élève de CE1. Elle est au micro de Lou Cricorian et elle nous explique les conditions de travail de son fils. Dans sa classe, ils sont 32. Il n'y a pas moyen de passer entre les tables parce qu'il n'y a pas la place. Je me demande même si jamais il y avait un jour une alerte au feu, comment il ferait pour sortir de la classe. Voilà, donc moi j'aimerais que cette classe soit maintenue, la 6e classe soit ouverte. Une pétition par rapport à la situation de cet établissement circule. Elle regroupe déjà 60 signatures. Le maire de Brie-Dorée la soutient.
Nous faisons donc le point sur la situation des départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Les écoles bloquées ou qui connaissent des mouvements de contestation sont au nombre de 5 en Indre-et-Loire. En plus de Bridoré, nous retrouvons les maternelles d'Aumain à Mont et Marie-en-Daloche, l'école élémentaire Blotterie à Joulet-Tours et l'école primaire de Reny. En Loir-et-Cher, de façon certaine, on en recense une, celle de Bracieux. Et enfin, pour clore sur ce sujet, je vous informe que l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire sera notre invité. Rendez-vous donc après ce journal. On s'arrête maintenant sur les résultats d'une étude concernant les inégalités géographiques en matière de santé chez les enfants de 5 et 6 ans. L'étude a été menée par l'École nationale de la statistique et de l'administration économique en 2005 et 2006. Les résultats sont publiés aujourd'hui. Ils mettent en parallèle les problèmes de santé et le mode de vie. L'Académie de Tours-Orléans est l'une des régions où les problèmes d'asthme seraient les plus importants. Les explications, Julien Gauthier. La carte tirée de l'enquête est sans appel. Il y aurait une frontière nord-sud de l'asthme chez les enfants âgés de 5 à 6 ans en France. Et ceux de l'ouest du pays seraient plus touchés. Entre 9 et 18% des enfants de 5-6 ans auraient de l'asthme dans l'académie Orléans-Tours. Mais pouvons-nous en déduire qu'un enfant a plus de chances de développer de l'asthme en Touraine plutôt que dans les Ardennes ? Pour les médecins allergologues du CHU de Tours, cette enquête ne peut suffire à démontrer cette inégalité géographique de santé. La définition de l'asthme donnée dans l'étude reste très subjective, laissée à l'appréciation des parents. Donc, est-ce que les enfants déjà sont vraiment asthmatiques ? Ceux qui sont considérés comme asthmatiques dans cette étude sont vraiment asthmatiques. Ensuite, quand il s'agit des problèmes infectieux viraux, il est tout à fait possible qu'en 2005-2006, il y ait eu plus d'épidémies virales ayant entraîné des dyspnées asthmatiformes dans la région ouest de la France, du fait du climat, du fait des différents vents, du fait des mobilités de population dans cette région-là. On ne peut absolument pas conclure beaucoup plus sur cette étude. L'enquête s'intéresse à d'autres critères de santé tels que les problèmes de vision ou d'obésité, ou encore d'habitudes de vie telles que la consommation de légumes ou de produits laitiers. Sur tous ces autres points, l'Académie se révèle être dans la moyenne nationale. Ce week-end, l'interprofession des vins de Loire, Interloire, organisait ses randonnées annuelles. Une opération appelée Vignes et Rando. Au total, 13 circuits entre le Loir-et-Cher et la Loire-Atlantique. Des balades dans les vignes qui ont attiré, malgré les orages, environ 6000 personnes. Image ici de Saint-Nicolas-de-Bourgueil qui accueillait pour la première fois cette opération. Et on en vient à cette question. Ces randonnées imaginées pour faire connaître le vignoble ligérien sont-elles un véritable argument de vente ? Les viticulteurs ont-ils de véritables retombées économiques ? Élément de réponse avec ce reportage. Le no-tourisme, une offre en pleine expansion. Les labels se multiplient. Saint-Nicolas-de-Bourgueil vient d'ailleurs d'être labellisé vignoble et découverte. À propos des loges de vignes, alors on en aperçoit 2. Cette année, les vignerons de l'appellation ont accueilli les bras ouverts une des randonnées d'Interloire. Balade dans les vignes et sensibilisation aux terroirs locaux, découverte des caves et bien sûr la fameuse dégustation, les ingrédients d'une randonnée réussie et d'une campagne de communication auprès du grand public. Maintenant, je connais Saint-Nicolas-de-Bourgueil bien mieux et j'en rachèterai, ça c'est clair. C'est une façon de se faire connaître que je trouve très sympathique et intelligente. C'est des émotions qui restent et je pense que c'est un plus pour les viticulteurs, pour la commercialisation de leur vin, oui bien sûr. Vendre autrement et faire connaître son appellation, tel est l'objectif de ces balades no-touristiques. Les Français y sont toujours plus sensibles. En 2010, selon l'Observatoire économique, 6 millions d'entre eux se seraient rendus dans le vignoble pour acheter du vin. Ticket moyen, 50 € par personne. Quand ils repartent chez eux, ils n'ont plus simplement un vin, un prix, mais une passion, un travail, un savoir-faire qui est dans le verre. Donc après, la perle liquéfiée qu'ils dégustent, ce n'est plus juste un vin, mais un divin nectar qu'ils ont envie de partager avec leurs amis. Les Français consomment moins, mais ils consomment mieux. Désormais, c'est la qualité qui prime et ils restent plus ou moins fidèles à un vin qu'ils connaissent et qu'ils apprécient. Une question, ces randonnées annuelles ont-elles de véritables répercussions économiques chez les producteurs ? Nous sommes allés poser la question à ce vigneron du Véron qui l'an passé avait fait découvrir son manoir au public et fait déguster son vin. La publicité au jour d'aujourd'hui se fait entre amis de bouche à oreille et nous, ça nous développe beaucoup notre circuit de vente. Après le passage de la maison des vins, moi j'ai fait des ventes directes à la propriété. Ça représente combien à peu près ? Ça représente à peu près 3-4%.
3 à 4% sur 10 000 bouteilles vendues par an, c'est toujours ça de gagner. Car ces randonnées ne sont qu'une offre supplémentaire dans le domaine de l'œnotourisme. Et si elles se finissent toujours par quelques bouteilles à acheter, 600 dans le cadre de Saint-Nicolas, c'est la communication qui prime. L'essentiel des ventes issues de l'œnotourisme se fait du côté des ventes directes chez les producteurs. En bref, le projet de taxation des parcs à thème définitivement abandonné. Ils resteront taxés à 5,5 au lieu de 19,6 comme le souhaitait le gouvernement à l'origine. Le projet avait provoqué la colère de certains élus de la majorité et en premier lieu Jean-Pierre Raffarin. Le 31 août dernier s'achevait la période de transfert des joueurs dans le milieu footballistique. À Tours, ce mercato a été marqué par le départ d'Abraham Guégué, un transfert sportif mais aussi financier. Il a rapporté au club tourangeau la coquette somme d'1,5 million d'euros, une somme utile pour le TFC. Max Marty, le manager général, invité de notre émission Le Débrief, est revenu sur ce transfert. On l'écoute. Nous, on a espéré le conserver à un moment donné, parce qu'on s'est dit, oui, ça va vraiment nous faire quelque chose, un joueur en plus, même si aujourd'hui on est second ex-aequo sans lui, il n'a pas joué une minute. Quand il y a eu cette dernière proposition et qu'il a voulu y aller, et qu'on en a parlé avec Peter, avec le staff, avec Frédéric Sebag, je crois que le club a besoin aussi d'équilibre financier. On a souffert financièrement l'année dernière avec l'arrivée de l'ex-CTRO, avec les investissements. Attention, on gère une entreprise. On n'était pas en danger financier, mais pas loin. C'était difficile. Le foot ne construit pas un bilan équilibré facilement. L'année dernière, on n'était pas équilibré. Donc cette vente est quand même la bienvenue. Et je pense qu'elle va donner un peu de sérénité au club, même si faudra continuer à recruter des joueurs, à en vendre pour continuer à se pérenniser dans ce foot professionnel qui est pas un milieu simple économiquement. Et si vous voulez revoir l'émission, elle sera rediffusée demain et jeudi à 13h30 sur notre antenne, bien sûr. Pour terminer ce journal, nous vous proposons un agenda des concerts à venir à Tours et à Blois. Une liste, bien sûr, non exhaustive. Présentation par Gaël Poulain. Le temps que tout le monde fasse sa rentrée et le premier semestre s'annoncera musical en Val-de-Loire, avec pour commencer un petit gars avec un grand nom, j'ai nommé Kyle Eastwood, fils du célèbre réalisateur américain. Il manie le jazz avec dextérité et c'est bien pour cela qu'on ne lui reproche pas d'avoir arrêté ses études de cinéma. Le mois de novembre, quant à lui, sera plus que riche, avec notamment un jeune homme que l'on ne présente plus, Ben l'Oncle Saul, qui sera de retour à Tours et au Parc des Expositions, s'il vous plaît. De quoi ne pas laisser ses guibolles se ramollir juste après avoir apprécié pourquoi pas les Ogres de Barbac, qui seront la veille au Grand Théâtre, une prestation qui ne devrait pas manquer de nous surprendre. Dans un tout autre genre, l'Orchestre national de jazz sera présent au Petit Faucheux dans le cadre du festival Émergence. Un événement qui en cache beaucoup d'autres puisqu'à l'occasion de ses 25 ans, l'ONJ va poser ses instruments en région centre pendant un an. Autres événements à Tours toujours, Scorpion au Parc des Expositions le mardi 22 novembre et le lendemain changement de style mais pas de renommée, Charles Aznavour. De quoi profiter du nouvel album en live et à 2 pas de chez vous. Mais dans cet univers très masculin, les dames ont aussi droit de citer, à commencer par Nolwenn Leroy. Son charme et son imagination teintées d'ondes celtiques ne devraient pas vous laisser de marbre. Et pour claquer des doigts sur des rythmes un peu plus folk, vous avez rendez-vous avec Kerenan. La douce vous attendra à la Halle au Grain de Blois. Voilà pour notre petite sélection. Dans le reste de l'actualité musicale, en vrac et dans le désordre, Chantal Goya, Bernard Lavillier et Isabelle Boulet se produiront tous trois au Vinci à Tours. Et chez nos amis loir-et-chériens, vous pourrez découvrir l'orchestre philharmonique tchèque où vous accordez un moment de pop poétique en compagnie, s'il vous plaît, de Monsieur Jean-Louis Murat. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire sera notre invité. À tout de suite.